Hey, bonjour et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Et cette semaine, on va répondre à une petite question qui est liée tout ce qui est technique de overhead, donc tout ce qui est presse, tous les mouvements en fait qui ramènent une barre, un objet au-dessus de la tête. On peut même y inclure éventuellement certains lancers. Donc, c'est comment la RNP, la reprogrammation neuroposturale, peut-elle m'aider à améliorer mes performances en overhead? Et voilà. Qui se sent? Bon, on peut parler tous les 3. Moi, déjà, la première chose En que même j'ai temps? en même temps, on fait un canon. Chacun Voilà. commence une phrase et l'autre non, Ouais, en comme au vrai séminaire, c'était trop classe. ah bah, ouais, c'est ça. En vrai, déjà, moi, tu déjà d'un point de vue purement, factuel, ce que tu vois sur le terrain, c'est qu'à peu près 90-95 des gens ont déjà une bascule rotation au niveau, des ceintures scapulaires. Donc déjà, est-ce que déjà pousser une barre au-dessus de la tête, c'est déjà la première question à se poser. Tant que, parce qu'encore une fois, le conflit que tu auras par exemple à l'épaule droite ou la stimulation ou la contrainte que tu auras sur l'épaule droite ne sera pas la même sur l'épaule gauche, d'accord, lors de ton pattern de poussée. Donc déjà, moi, je parlerai déjà, enfin, je soumettrai déjà l'hypothèse de la pertinence d'un exercice bimanuel Mmh. et lors d'un overhead. Moi, c'est déjà juste ça. Après, comment l'améliorer? Ça revient un petit peu tout à la même chose. On en a déjà pas mal parlé. C'est-à-dire que ton mouvement de overhead, c'est un mouvement volontaire qui, de base, est uniquement 10% de ton output cortical. Et ben, en fait, il sera toujours aussi bon que la qualité de ta stabilité réflective. Donc, moi, je travaille d'abord sur ta stabilité réflective pour améliorer ton mouvement. Voilà. Et stabilité réflective qui, de fait, est involontaire et inconsciente. Je ne sais pas si ça va parler un Ouais, ça peu, revient mais sou ouais, à ça la revient fin, c'est souvent à ce toujours la qu'on même dit, chose, c'est, tu vois. on cherche une perf, mais avant de chercher la perf, il faut, déjà améliorer l'humain. Ouais. Donc, on améliore l'humain avec les acuités sensorielles qu'on a. Donc, tu parles de stabilité réflective. Donc, il faudra peut-être expliquer parce que je pense que beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Euh, donc, on aura sûrement l'exemple de Romain qui prend régulièrement avec le canon. Mais, mais ça parle et c'est bien. Et donc, du coup, je pense qu'il faut déjà améliorer ça. Et après, bah, tu vas travailler ta technique et après, tu vas aller taper la perf. Mais tu peux pas aller chercher absolument la perf si le reste en dessous n'est pas bonne, enfin, n'est pas bon, tu vois, n'est pas bien réalisé. Donc, voilà, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. C'est là où on va aller vers les blessures. Comme tu dis, si tu as déjà des bascules, rotations, etc., ça va être compliqué ouais, d'aller chercher une perf safe euh, sur le C'est long terme. c'est vrai que tout ce qu'on dit par Tu me rapport au parles bas. de stabilité réflexive, du coup, là, Attends, mais pour ouais, expliquer? on va pouvoir. Après, je vais laisser Romain comme ça pour utiliser son expression avec le boulet de canon. Mais tout ce qu'on dit pour le bas du corps, à savoir que le bipodal se mérite, bah, pour le haut du corps, c'est la même chose. Hein. À un moment donné, à partir du moment où il faut toujours partir du principe que tu as un centre du corps, mais que tu as un côté droit et un côté gauche du corps. Et ce que le côté gauche va faire, c'est pas du tout la même chose que le côté droit. Exemple tout bête, on peut parler de mouvement volontaire. Encore une fois, c'est ton cerveau gauche qui va faire ton mouvement volontaire à droite et ton cerveau droit qui va faire ton mouvement volontaire à gauche. Mais oui, il y a une connexion entre les deux, mais à un moment donné, c'est deux choses qui sont différentes. Donc forcément, l'un il va donner une réponse et l'autre il va donner une autre réponse. Si ce n'est pas la même, tu vas pouvoir faire ton overhead ou ta tâche motrice ou ton mouvement volontaire, mais on s'en fout que ce soit à la base, lui, il s'en fout que ce soit symétrique. Lui, son objectif, c'est de pousser la barre en haut. Et donc après, il faut que ton cerveau gauche soit bien calibré, que ton cerveau droit soit bien calibré. Et tout ce qui est concernant la stabilité réflective, je laisse Romain comme ça utiliser son fameux exemple. Ouais, en fait, la stabilité réflective, il faut le voir comme tirer un boulet de canon d'un canoë. Et tu tires un boulet de canon d'un canoë, il ne va pas partir très loin. L'idée, c'est d'ancrer le canon au sol pour pouvoir tirer le plus loin possible. Et la stabilité réflective, ça passe par le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est un peu le siège des réflexes archaïques aussi. Il y a beaucoup de choses autour de la posture qui s'intéressent au tronc cérébral. Et l'idée, au travers d'RNP, c'est d'aller cibler justement cette stabilité réflective. Pour un overhead, je prendrai un exemple tout simple. C'est dans les entrées sensorielles, il y a tout ce qui est vision périphérique. Okay, la vision périphérique, c'est nerf crânial 2. D'accord. Si une des manières de tester ce nerf crânial, c'est tout simplement la vision périphérique. Si ta vision périphérique est moins bonne à droite et que tu vois moins loin, d'accord, normalement, c'est 100-110 degrés sur la périphérie à droite et à gauche. Si tu vois moins bien, quand tu vas faire ton press overhead, tu vas voir la barre du côté gauche et tu ne la vois pas du côté droit en vision périphérique. Ce qui veut dire qu'il y a une entrée sensorielle qui est compromise, entre guillemets, d'un point de vue vision périphérique à droite. Ce qui va t'amener peut-être
parce que tu as un souci de vision périphérique, à venir ramener la main droite un peu plus en avant, histoire que la main droite rentre dans ta vision périphérique. Et tu vas pousser, que ça soit en bench ou en overhead, un peu de travers, avec une barre de travers. Est-ce que ça vient d'un problème de vision périphérique, donc de nerf crânial 2 et de stabilité réflexe au travers du tronc cérébral au niveau du nerf crânial 2? Est-ce que c'est au niveau du 3? Le 3, ça fait la convergence, les deux yeux qui travaillent en même temps, coordination œil-œil, etc., etc. C'est toute une réflexion à avoir de manière à progressivement aller spotter les petites entrées sensorielles qui posent souci d'un point de vue réflectif, d'un point de vue stabilité réflexe. Réflexe, c'est inconscient. Et ça concerne de manière générale, pour vraiment très simplifier, à la fois les entrées sensorielles vues de manière analytique, si on peut dire, donc aller nerf crânien par nerf crânien, ou alors de manière plus globale et ontogénèse, tout ce que vous voulez, avec les réflexes archaïques, ou alors encore d'un point de vue posturaux. Les trois se rejoignent pour dire qu'on parle de céphalo-caudal, proximo-distal, stabilité réflexe avant le volontaire. Et donc, du coup, ça, c'était un simple exemple sur la vision périphérique, où, ben ouais, s'il te manque cette vision périphérique à droite, ben, de manière à être plus sécuritaire, de manière à être plus du côté survie, tu as besoin peut-être de l'avoir en vision périphérique, ta barre et ta main, et donc, du coup, tu vas venir avancer ton épaule droite de manière à ce que ça rentre dans ton champ de vision. En bossant sur ta vision périphérique, ben, peut-être, si c'était ça la porte d'entrée, peut-être que tu vas rééquilibrer la symétrie de barre. Donc, voilà. Ouais. Exemple. En gros, c'est faire vraiment la différence entre mouvement volontaire et involontaire. Quand tu te dis, tiens, il faut que je torque ma barre, tiens, il faut que je sois droit, etc. Ben là, en fin de compte, c'est volontaire. C'est toi qui vas maîtriser. Mais au bout d'un moment, avec l'épuisement, ben, l'involontaire va reprendre le dessus. Et c'est là où il faut être bon au niveau de ses entrées sensorielles pour que la stabilité réflexive fasse son travail et pas que tu crées des compensations et que tu te blesses, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux aller, tout ce qui est réflexe, il y a tout ce qui est vestibulaire aussi. Tu penses au nerf crânial 8. Ben, si tu es moins bon d'un point de vue réflexe d'équilibre sur la droite, tu auras tendance à tomber à droite. Et pour contrer ça, ben, peut-être que tu vas venir faire des shifts, des choses comme ça, de manière à te rééquilibrer par rapport à et compenser par rapport à un système qui marche moins bien, en fait. Et c'est ça toute l'idée derrière RNP, dans un sens, c'est d'aller mettre des exercices qui ciblent ces choses qui sont réflexes et additionner ce travail sur le réflexe pour améliorer le volontaire qu'on fait déjà tous, en fait. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est très clair. Ouais, si, ouais, clairement. C'est pas mal, c'est tout ce qu'on dit toujours, c'est tu as beau te tenir assis, tu sais, tu te tiens mal, tu es assis à ta chaise et tu es complètement recroquevillé, mais tiens-toi droit, ok, tu te tiens droit, ouais, c'est volontaire, mais au bout de 10 minutes, tu vas de nouveau être avachi. Ok, peut-être qu'en travaillant, je sais pas moi, comme tu dis, la vision périphérique ou tout simplement des saccades, ben, ça va te permettre là de redonner une information qui va être, tiens, il faut que je retravaille, je sais pas moi, sur mes extenseurs. Hop, je vais me tenir droit, mais naturellement. Et là, du coup, ça sera réflexif et pas. Voilà, la différence entre posture et position qui est chère à certains, des fois, tu vois. Donc voilà. Ok, c'est bien clair, hein, c'est Il y a cool. juste une chose à comprendre, à mon sens, que ton objectif est d'améliorer ton squat, ton deadlift, ton overhead, ton bench, ton tirage, n'importe quoi. À la fin, notre objectif entre RNP, on dit toujours régler l'humain avant la tête, mais à la base, c'est régler une défaillance du système nerveux de manière générale. Et en fait, là, on vous donne surtout des pistes de réflexion. OK, ça peut jouer, ça peut jouer. Mais à la fin, quand on est avec quelqu'un, notre objectif, c'est… Parce qu'encore une fois, s'il y a une défaillance dans un mouvement volontaire, il y en aura dans d'autres. Donc, en fait, ta tâche motrice d'analyse, toi, tu as choisi, je veux améliorer mon overhead, OK, mais qu'est-ce qui me dit que ton bench, il est beau? Qu'est-ce qui me dit que ton squat, il est beau? Qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas une limitation d'amplitude? À la fin, ça reste la même chose, ça reste un mouvement volontaire, ça reste un output. Nous, notre objectif, c'est de donner, dans ces quarts d'heure neuro, de donner des pistes de réflexion de ce qui pourrait être en lien avec cette problématique-là. Mais la même solution peut faire le même quart d'heure neuro si demain, peut-être, la question, c'est comment je fais pour améliorer mon squat? La réflexion reste la même, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la réflexion. Ouais, c'est exactement ça. Beaucoup de gens se posent trop de questions par rapport à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir un gros boule, tu sais, pour l'été? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ça? Mais améliore déjà tes composantes de base, tes capacités,
Et en fin de compte, il y a des fois beaucoup de choses qui vont en découler. Donc là, on parlait des nerfs crâniens. On peut parler aussi parce que c'est l'aspect neuro, tronc cérébral, etc. On peut très bien faire un laïus aussi sur la posturologie et les réflexes archaïques. Et c'est exactement la même chose. Posturologie, on sait quand même qu'on travaille sur des commandes au niveau du cerveau qui vont dire, tiens, je reste droit, etc. Mais ça passe aussi par le biomécanique, parce qu'on sait que si tu vas améliorer le pied, ça va améliorer l'œil, et vice-versa. On sait que ce sont deux entrées posturales qui sont au bout de chaînes musculaires et que tout ce qui se passe au milieu, ça va l'améliorer aussi. Si on regarde vraiment du pur biomécanique, améliore ne serait-ce que ta respiration, mets en œuvre ce qu'il faut pour que ton diaphragme respire correctement. Si ton diaphragme marche correctement, il va créer en fait du mouvement, il va améliorer la motricité, la stabilité de tout ce qui se passe au niveau pelvien, mais aussi au niveau scapulaire. Donc forcément, tu vas améliorer ta stabilité scapulaire, ta mobilité scapulaire, thoracique, etc. Et tu vas améliorer ton overhead. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc voilà, on sait qu'il y a tout ce qui est stabilité réflexive. On peut faire attention aussi on pourrait faire un lien même entre le tronc cérébral et la respiration diaphragmatique. Pourquoi? Parce qu'on va venir travailler sur le nerf 10, le nerf vague, en même temps. Donc après, c'est toujours pareil, on ne sait pas qui c'est qui va lui donner le plus d'amélioration entre la respiration diaphragmatique et le nerf 10, mais en fin de compte, on stimule à chaque fois les deux en même temps, et c'est intéressant et important de le faire, quoi. Donc voilà, donc en améliorant la respiration, on va aussi améliorer toutes les capacités Ouais. au niveau du haut du corps. Et après, derrière, il y a un truc sur la respiration qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des exercices qui vont augmenter le tonus général des fléchisseurs de tout le corps et d'autres exercices qui vont diminuer le tonus, augmenter le tonus des extenseurs. Il y en a qui Absolument. activent le sympathique, il y en a qui diminuent le sympathique. Donc, en fonction de comment tu te situes, ce que tu as besoin, les types d'exercices de respiration ne sont pas les mêmes. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'en prépa physique, on parle de KPI, Key Performance Indicator. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est tu as les Key Performance Indicators que tu vas avoir par rapport à ton sport. Par exemple, un militaire, ça peut être intéressant par rapport au deltoïde pour le saut vertical. Okay, ce qui veut dire que peut-être que tu vas placer ton militaire, ton développé militaire, sur un deuxième niveau de KPI pour le saut vertical pour un basketteur, par exemple. Et en dessous de ces KPI, tu peux avoir des KHI, Key Human Indicators, qui sont le sous-bassement des KPI. Et les Key Human Indicators, c'est simplement comment tu vis avec le monde autour de toi, comment tu prends les infos sensorielles, comment tu intègres ces infos sensorielles et quel est l'accès que tu peux avoir à tout ton potentiel. Est-ce que tu fonctionnes à 60%, 70%, 100%? Et donc, du coup, sur des barres, on a vu, il y a une vidéo de Charles Poliquin, par exemple, qui met des semelles posturales, donc proprioceptives, je crois que c'est celle du CIUS, et il gagne 5% sur un bench. Mais ces 5%, ils sont gagnés parce que c'est 5% que l'athlète avait déjà en lui, mais son système d'interprétation et de prise d'informations sensorielles n'était pas optimisé. Donc, du coup, ces Key Human Indicators vont permettre de moduler le risque de blessure, on va dire, et de pousser le développement au plus haut et les potentiels au plus haut. Et c'est une sorte de sous-bassement des KPI. Et ces KPI amènent, à ce qui paraît, à la performance sur le terrain et peuvent être des indicateurs de progrès pour la performance sur le terrain. Donc ça, c'est juste pour faire le lien avec la prépa physique. Et donc, du coup, tu peux avoir une réflexion où j'ai l'analyse de la tâche en prépa physique, j'ai les KPI pour cette activité physique, quels sont les KHI de cet athlète-là, et quels sont les systèmes que je dois pousser au plus haut en fonction du sport pratiqué et de l'analyse de la tâche. Ça va dans les deux sens, en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça rajoute un niveau de réflexion en plus sur la prise en charge en prépa physique. Mais ça ne remplace pas, comme je viens de le dire juste avant, un développement des qualités physiques. C'est-à-dire, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner. Tu vas simplement optimiser ce que tu as déjà. Donc, ça ne remplace pas. Voilà. Putain, moi qui pensais faire un squat à 250 avec ça, putain. Ah, merde. Désolé, je te casse tes rêves. Bon, je pense qu'on a pas mal répondu là, à la question. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Après, c'est vrai que il y a toute la partie aussi des réflexes archaïques qu'on pourrait mentionner pour l'amélioration des overheads qui passe Le bien, RPAC, notamment le quand tu as des. RTL, Palmer. Eh oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, on pourrait revenir dessus, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est sûr que
une personne qui a un réflexe palmaire, donc d'agrippement, qui n'est pas bien développé, bah, tu vas peut-être avoir moins de force à droite par rapport à gauche, ou moins de force tout court sur ta barre. Donc, peut-être à stimuler avant, à réintégrer, etc. Le RTAC, c'est pareil. Tu dois faire quelque chose tu dois pousser en même temps la barre, mais voilà, on voit déjà les gens, vous savez, des fois qui tournent la tête à gauche, à droite, là, quand ils font des exercices. Ouais. Il suffit que tu aies un RTAC, tu tournes un peu la tête, bah, ça va favoriser la flexion et l'extension de l'autre côté. Et du coup, je tourne la tête d'un côté, hop, je tends. Donc de l'autre côté, ça va être en flexion. Donc forcément, tu as la barre qui va monter plus rapidement d'un côté par rapport à l'autre. Voilà, c'est des choses à régler. Et c'est toutes ces choses, comme elles ont une incidence sur la stabilité réflexive, qu'il va falloir travailler et donc mettre en amont. Et je pense que, voilà, donc nous, avec l'approche RNP, c'est quoi? En gros, le testing, on se rapproche d'un testing voilà, un testing en 7 minutes, en gros, où on arrive à déceler pas mal de choses et tout de suite à individualiser le travail. Et c'est surtout ça qui est intéressant parce qu'il faut aller matcher très rapidement avec un athlète, avec un patient, peu importe ce que vous avez, là où le bas blesse, et il faut avoir une réponse pertinente immédiate, quoi. Ouais, il y aurait même le galant-perret, je pense, qui peuvent l'un ou l'autre Ouais, jouer. Tu viens créer une base solide sur laquelle tu peux te rester. Et ouais. le galant-perret peut avoir un lien là-dessus. Tu vas Bon, basculer de toute d'un façon, côté. si on part de là, même un Ouais, Babinski, mais quoi, même tu le vois, au plantaire, niveau le du pied. Babinski, ouais. Ouais, t'as un pied qui est mal. Voilà. On sait que de toute façon, Un peu tu vas avoir une travers. incidence aussi. On sait que le Babinski, le plantaire, ils vont développer tout ce qui est autour de la mâchoire, les ATM, etc. On sait que les ATM ont eu un rôle aussi important avec l'overhead. Ah, oui, Donc, oui. Tout ce qui est voilà, mobilité des forcément, ouais. ATM aussi, alors aussi. Est-ce qu'il Bah y a des ouais, dents qui clairement. manquent, nanani, plein de choses comme ça qui peuvent avoir un. Ouais. La dent qui manque, honnêtement, arrêtez de venir me consulter en De ouf. posturo si vous avez une dent qui manque. Vous allez gagner de l'argent, forcément, hein. Les gens Ouais, viennent me voir, il y en a, ils font 5 heures de route pour venir me voir pour une dent qui manque. Faites-moi une photo de votre bouche, hein, et vous gagnez un voyage et ok. une consultation, un suivi. Non, mais c'est ouf. On a énormément de gens qui ont une dent qui manque et donc énormément de soucis liés à ça. Donc voilà, l'hygiène dentaire est très importante. Mm. Voilà. C'était, fallait Bon, faire un petit écart là-dessus. C'était ma petite parenthèse, mais voilà, ça a toute son importance. Parce que quand on m'envoie même des gens là, qui viennent, c'est sympa, hein. Moi, j'aime bien avoir des gens qui viennent de partout de la France pour me consulter. Mais quand ils ont vu des spécialistes qui leur disent bah non, au niveau des dents, il n'y a rien, alors qu'il y a une grosse dent qui manque, et c'est ça le problème. Voilà, enfin, on économise un parcours de soins lourd pour les gens, parce que c'est lourd, hein, pour les gens de voir je sais pas combien de professionnels avant d'avoir une solution, quoi. Ouais, Yes. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la dent, hein, mais la dent ouais. fait quand même beaucoup de choses. Des fois, juste remettre une dent, ça va refaire le reste, etc. Donc voilà, Mm. important les dents. Ouais. Et Yes. c'est un des donc on trucs n'a pas à de considérer. dents. Ne pas avoir de dents contre toi. Œil pour œil, dent pour dent. Sauf- Et il y a un adage, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais il faut savoir quand même que les dents ont une relation énorme avec l'œil. Donc voilà, on dit que même que la canine, c'est la dent de l'œil. Et avec les trijumeaux, on sait quand même que les nerfs trijumeaux, on sait qu'il y a une connexion entre la mâchoire et les yeux. Donc voilà, prendre soin de ses dents, c'est Trijumeau, aussi de ça fait prendre soin de partie ses du yeux. Trijumeau, ça fait partie du tronc cérébral, non? Bah, complètement, puisque c'est Genre, j'aime bien un le nerf. nom alors qu'il sait la réponse. Il sait. Non? Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour que les gens fassent Euh, vraiment ce lien, que voilà, c'est le tronc cérébral, il se passe énormément de choses et il faut déjà les checker là avant de se dire, mais comment je peux améliorer ma performance, mon mouvement, ma gestuelle, ma mobilité, ma stabilité, etc. Donc voilà. Et on Ouais. peut continuer à faire des automassages au niveau thoraco-lombaire, etc. pendant des jours et des jours, mais voilà, ça sera qu'une information proprioceptive qui va renvoyer que 10% de l'information au niveau du sensoriel, alors que, Mm. le Les ré- yeux. alors que Ah, la vérité est ailleurs. ouais. Si vous avez la ref. Si vous avez la ref, écrivez-nous la ref. La vérité est ailleurs. Oh Non. non, Bah, ils nous je suis diront trop dans les vieux. commentaires. Ils nous diront dans Voilà, les je suis trop vieux alors. J'ai trouvé. Ok, Bon, bon.
On se dit Yes. la semaine prochaine. Yes, avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut!